This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Une page se tourne à Belgrade, mais l'histoire du water-polo ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, on vous embarque pour un épisode 3 en 1, un véritable tourbillon émotionnel. Clap de fin à l'Est, on revient sur le dénouement explosif des championnats d'Europe masculins. Si vous pensiez avoir tout vu, attendez d'attendre notre analyse sur la furia serbe qui a renversé la Hongrie en finale et sur la petite humiliation infligée par les Hellènes à l'Italie pour la médaille de bronze et sa pique. Pendant que l'Europe regardait Belgrade, la Nacional a tremblé. Les cartes du championnat sont rebattues en haut de classement. Et enfin, direction Funchal, c'est la relève qui prend le pouvoir. L'équipe de France féminine, rajeunie, audacieuse, plonge dans son euro. Elles ont déjà croqué l'Allemagne, mais jusqu'où iront-elles ? On vous présente cette nouvelle garde qui n'a peur de rien. D'une finale européenne au bassin de National 1 en passant par l'île de Madère, accrochez vos ceintures. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti. Pour attaquer cet épisode, on finit du côté de Belgrade et avec les demi-finales. Pour commencer, avec 2 belles demi-finales, Grèce, Hongrie, Serbie, Italie. Et on va rester dans l'ordre chronologique. Grèce, Hongrie, et on pensait que la Grèce, vu la qualité de son effectif, qu'ils étaient restés invaincus, on pensait que la Grèce pouvait rejoindre la finale et malheureusement les Hongrois, on connaît la qualité des Hongrois et leur shoot notamment, on va y revenir, et se qualifient pour la finale en s'imposant 15-12. Frédéric. Ouais, écoute, on avait laissé les Grecs, donc comme tu l'as dit, victorieux assez clairement, et des Croates et des Italiens. Dans le même temps, la Hongrie avait un petit peu peiné dans ce premier tour, mais avait battu l'Espagne, j'allais dire de manière aussi convaincante, même si c'était uniquement au penalty. Et puis les Grecs ont bien entamé le match, puisqu'ils mènent 7-5 avec leur jeu bien posé, bien léché. Et puis écoute, ils n'ont pas pu résister à la furia hongroise, puisque on passe de 7-5 à 15-12 à la fin du match. Donc les Hongrois ont su inverser une situation de -2 pour passer à +3, ce qui est quand même beaucoup en 2 périodes. Ils rejoignent cette finale. Et c'est pas du tout immérité. Non, c'est pas immérité, mais c'est vrai que c'était un match qui a été à nouveau très engagé physiquement. Côté statistique, on a les Grecs, on l'a dit, voilà, les shoots, les Grecs, ils ont été moins performants, donc à la fois dans leur choix de tir et aussi parce que les Hongrois ont retrouvé, on l'avait dit, le match d'avant, Choma Vogel, qui a récupéré un peu son niveau aussi. Donc les Grecs finissent à peu près 32%, on va arrondir, 32% au tir contre 52 pour les Hongrois. Donc au niveau des buteurs, on a eu Geni Djounias qui fait 1/8, Choumpakis 2/5, Argyropoulos 2/7, Papanastasiou 1/2, Grias 1/5, Kalogeropoulos 1/2, Kakaris 3/4, grosse pointe, Nikolaïdis 0/1 et Papa Nicolaou 1/2. Voilà, et les Grecs qui ont joué avec leurs 2 gardiens. Zerdevas avait commencé. Zerdevas qui fait 3/11, donc 27% de réussite aux arrêts, et remplacé par Tsorzatos, donc l'entraîneur qui a voulu changer un peu tout ça, mais qui n'a pas fait mieux puisqu'il finit avec 12,5, un arrêt sur 8 tirs. En fait, les situations sont assez simples. Maintenant,
J'ai regardé toutes les équipes, pas tous les matchs, mais j'ai vu, au moins jouer toutes les équipes. Tout le monde défend, de la même façon. C'est-à-dire que c'est une petite dizaine de secondes, au pressing jusqu'à ce que le, défenseur perde un peu la position et ensuite tout le monde revient défendre à l'intérieur, pas en M d'ailleurs, je suis assez surpris parce que vu que l'exclusion devient systématique en pointe, on pourrait penser quand même que l'interdiction de la pose en pointe serait de rigueur et donc faire une vraie M, bloquant l'accès à la pointe. Mais bon, finalement, tout le monde défend à l'intérieur et puis, bah, donc quand tu défends à l'intérieur, c'est les équipes qui ont le meilleur shoot qui s'en sortent le mieux. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pas une surprise finalement, vu ces données-là, de retrouver, bah, les 2 équipes Serbie-Hongrie en finale, puisque ce sont 2 équipes qui ont le meilleur ratio, tirs tentés, tirs marqués. Tu vois que la Hongrie finit à plus de 50, donc plus d'un tir sur 2 finit au fond des filets. C'est pas une question de gardien en face, c'est une question de qualité de shoot et si Soma Vogel est un très bon gardien, c'est aussi parce que depuis des années, il a des shooters hors pair face à lui. Les shooters font travailler le gardien fait travailler les shooters, c'est un cercle vertueux et quand tu vois, honnêtement, le désaxé de Nagy, de Marseille, Teston qui part à 2000, l'autre but qu'il met aussi poste 3 quand il se décale un petit peu, qu'il attrape la lucarne, le gaucher, l'autre Nagy, plus un Manertz quand même de folie. Il y a une qualité de shoot qui est invraisemblable sur ce championnat d'Europe et à ce petit jeu, il y aura personne. Alors les Serbes vont peut-être gagner la finale, mais il y a personne qui fait mieux que les Hongrois. Tu peux faire pareil, mais au niveau du shoot, historiquement, les Hongrois ont toujours des shooters. Ça fixe super bien la circulation de balles. Putain, quand t'es gardien, à droite, à gauche, ça revient, les poteaux sont menaçants. C'est super dur d'être gardien à ce niveau-là parce que tout le monde a un shoot. Avant, tu pouvais te reposer un peu sur un mec, tu te disais, bon, lui, il est un peu moins bon. Là, il y en a aucun. Là, le gars, il te sanctionne. Et les Hongrois, bah, écoute, c'était un peu une espèce de, combat, j'allais dire, des genres, puisque les Grecs ont un jeu très académique, très posé, très, récité, j'allais dire. Et puis en face, c'est un peu la folie. C'est-à-dire qu'un Hongrois, si au bout de 8 secondes d'attaque, il est bien placé et qu'il est en position de shoot, il shootera. Ils ont confiance. On en avait parlé avec Hugo Crouzilla, mais c'est exactement ça. Ils ont confiance dans leur shoot. Ils ont des super shoots, ils ont confiance dans leur shoot et quand il faut tirer, ils tirent et ils tirent diablement bien. T'as plus un joueur maintenant qui rate la cage. Avant, ça t'arrivait, hein, tu voyais un gars qui tirait un peu à côté. Maintenant, tout est cadré. Les secteurs sont super bons. Rebond, testons. Ah non, moi, ce que je retire de ce championnat d'Europe globalement, c'est la qualité de tir. J'ai vu des bons tireurs dans toutes les équipes sans exception, les Turcs, même les Slovènes. Et bah écoute, à ce jeu-là, si le water polo maintenant avec ces tactiques-là se résume à du shoot, les Hongrois seront toujours sur le podium. Tu verras. Ouais, ouais, mais après, regarde, je vais confirmer tout ça, hein, donc je vais redonner les buteurs, là, côté hongrois. Manertz, 4 sur 7, Akosnadji, le gaucher, 2 sur 2, Vigvari, 0 sur 2, Vince, le 5, Adam Nagy, 2 sur 3, Fekete, bon, 0 sur 4, Fekete, dans ce match, c'est pas grave, mais bon, il apporte beaucoup, il est menaçant au tir. Tatrai, 1 sur 1, Vigvari, donc le deuxième frère, 3 sur 4, Yancic, 1 sur 3, même Vogel a tiré, 0 sur 1, et Vismeg, 1 sur E, et Varga, 1 sur 1. Donc, il y a que 3 joueurs qui n'ont pas tiré, dont un gardien côté hongrois et 4 côté grec, dont les 2 gardiens. Donc, ça montre aussi la menace. Et ce qui, tu as bien dit aussi, moi j'ai trouvé que sur les demi-finales, on a eu des choses que j'ai moins vues sur les matchs de classement, enfin de championnat, c'est la fixation. Je trouve que toutes les équipes, comme tu l'as dit, jouent un peu pareil et il y a très peu de fixation. Et là, ça y est, on est vraiment là au top du top, forcément, demi-finale. Ben là, ça fixe, ça décale, ça part à toute vitesse. Et c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est la vitesse de tir où les gardiens, ben, même s'ils sont pas mal, ben, ça part tellement vite que soit ils sont déjà un peu placés et ils arrivent à l'arrêter, mais sinon, ça part tellement vite que ben, ils n'ont pas le temps de bouger, quoi. Tellement vite et tellement bien parce que encore une fois, c'est pas des shoots au hasard, c'est maîtrisé. Je suis bluffé et tu vois, pour en revenir à la Hongrie, le premier championnat d'Europe, il a eu lieu en 1926, donc ça fait 100 ans, à Budapest. Donc c'est la Hongrie qui accueillait ce premier championnat d'Europe. Il y a eu en tout, il y a eu 36 championnats d'Europe depuis la création donc de championnats d'Europe. Là, c'est le 37e. Sur les 36 championnats d'Europe précédents, la Hongrie a eu 13 médailles d'or, 7 médailles d'argent, 6 médailles de bronze. Ils ont fait 26 podiums sur 36 éditions.
Je ne sais pas si tu vois la permanence sur un siècle, parce que ceci explique cela aussi. C'est un sport culturel chez eux. Ça a été longtemps le premier sport, même devant le football, et c'est le pays du polo. Donc 26 podiums au championnat d'Europe sur 36 éditions, étalés sur 100 ans. Et voilà, la Hongrie reste un pays majeur. Et tu vois, pas de Vamos, pas de Zalanki, une pointe là qui est quand même pas fantastique. C'est un rocher devant, mais il est pas. C'est pas les pointes qu'on a connues. C'est pas un super joueur, mais t'as une armada de shooters avec un gardien qui tient la route, bah, qui te permettent d'avoir ces résultats-là. T'as un Mannertz, on a retrouvé le Mannertz de Malte dans la même veine, qui commence par un 4 sur 4 d'entrée de jeu. Alors déjà que c'est des shooters patentés, et qui sont, c'est des gâchettes, mais si en plus ils commencent à marquer, et ils sont à 50, 60, 70%, ça va pas les arrêter, ça va les mettre encore plus en confiance, et à ce jeu-là, ils sont redoutables. Ça leur coûte des fois des résultats parce que, bah, c'est une équipe des fois qui dégoupille, historiquement la Hongrie, et qui commence à pas forcément gérer le score et à arroser un petit peu. Mais par contre, quand ça rentre, et là ça rentre, donc voilà, moi je te dis, c'est des sessions de shoot, comme nous avait expliqué Hugo, de 2 heures, 3 heures, 4 heures de shoot. Le résultat est là, il y a pas un Hongrois qui a un mauvais shoot. Et les Grecs, écoute, les Grecs, il leur manque quelque chose, hein, parce que ça joue très bien. Ils ont un axe très fort, Kakaris, Koumpakis. Ils ont des gardiens. Après, c'est pas mal, mais Giouvetis, même si c'est un bon shoot, ça shoot moins bien que Mannertz. Les autres, c'est pareil. Argyropoulos, c'est très fort, mais Papanastasiou, c'est moins bon que les autres. Et donc, la différence se fait là. 52% au shoot contre 28% au shoot. Tu peux pas gagner un match. Quelques infos aussi. Alors, on avait dit le match Italie-Croatie avait peut-être atteint le sommet des exclusions. Ben, dans ce match-là, il n'y a pas eu énormément d'exclusions. Il y en a eu 9 uniquement du côté grec, contre 16 avec un seul penalty du côté hongrois. Donc un match propre, je dirais, par rapport à ce qu'on avait peut-être pu voir précédemment, notamment dans ce match Italie-Croatie. Ouais, mais parce que tu sais pourquoi? Parce que les Hongrois ne cherchent pas forcément le jeu avec la pointe. Les Hongrois, leur jeu, il est basé sur le shoot. Je me répète, hein, mais c'est important. Donc eux, ils cherchent pas forcément la pointe. Si tu défends à l'intérieur sur eux, ils vont pas, j'allais dire, s'emboucaner à chercher forcément la pointe. Ils vont tirer de la périphérie. Et puis voilà, leur jeu repose pas forcément sur le schéma classique, pose en pointe, exclusion, zone plus, je marque. Alors ça les aide évidemment d'avoir des zones plus. Mais s'il y a pas de zone plus, ils se débrouillent très bien sans ça. Mais j'ai vu plein de fois Fekete, qui est un ailier, aller en pointe. Le premier arrivé va en pointe, puisque maintenant tout le monde peut obtenir quelque chose en pointe. Il n'y a plus vraiment, j'allais dire, de poste bien particulier, quoi. Et pour en terminer, Christophe, avec les Hongrois, juste une stat qui est assez édifiante. Ils ont été sur le podium sans interruption aux Jeux Olympiques de 1928 à 1980. Donc si tu enlèves la période de guerre entre 36 et 48 où il n'y a pas eu de Jeux Olympiques, ils ont été de 1928 à 1980 sans interruption sur le podium aux Jeux. C'est phénoménal. Match qui était arbitré par Andrei Franulovic, le Croate, et notre Français Julien Bourgès. Ouais, et belle récompense pour Julien Bourgès qui avait déjà arbitré des matchs importants en poule, hein, donc on sait comment fonctionne l'arbitrage pour aller arbitrer les derniers matchs, il faut être bien noté. Donc il a donné satisfaction aux instances qui lui ont confié la responsabilité de ce gros match. Donc écoute, bravo à lui, et très honnêtement, il y a pas de j'allais dire d'erreur ou quoi, hein, il est très bon arbitrage, il y a pas de souci, c'est bien, c'est une fierté aussi pour nous d'avoir un arbitre qui arbitre quand même ces matchs à ces hauteur-là. Complètement. Voilà pour cette première demi-finale. Deuxième demi-finale, donc le pays hôte, la Serbie, qui jouait donc l'Italie. L'Italie, une Italie renouvelée, on l'a dit, donc qui arrive à se mettre dans ce dernier carré. Et la Serbie qui s'impose facilement 17-13, donc confirmant quand même que cette défaite contre le Monténégro, on va dire, était un peu cadeau. Une piscine remplie, une ambiance de folie, et la Serbie donc qui s'impose. Score par période, on l'a pas donné précédemment, mais 5-3, 4-4, 6-3, 2-3 en faveur de l'Italie à la fin, mais le match était déjà fait. Ouais, écoute, l'Italie qui aura atténué un petit peu la défaite en revenant de 17-11 à 17-13. Mais quand même, il y avait 17-11 à un moment donné. Les Serbes je les ai jamais sentis en danger. Ils ont maîtrisé leur sujet comme ils savent souvent le faire. A fortiori, quand ils sont chez eux devant 12 000 personnes, c'est pas des ambiances qui les inhibent. Au contraire, ça les galvanise. Bah, les Italiens ont buté pareil, hein, sur le même type de jeu. Les Serbes ont la même qualité de tir, un peu peut-être inférieure que les Hongrois, mais par contre, ils ont un jeu très structuré.
Ça part pas dans tous les sens, mais tu t'aperçois quand même que, beh, quand tu as un Mandic, quand tu as un Tchouk ou quand tu as un Strajnar Razovic, bah, c'est plus facile de gagner les matchs, parce que, bah, à un moment donné, tu as le gars qui te met le but, qu'il faut. Mandic a été dans ce cas-là. Ils ont perdu de manière, je trouve, assez, injuste, Jaksic. Donc la VAR, c'était un moment important du match, hein, la VAR, regardait, Campagna demande, la visualisation de la VAR pour, savoir s'il y a pénalty ou pas, puisqu'on en était là et finalement, bah, écoute, la VAR ne donne pas le penalty. Bon, ça peut arriver, mais rouge à Jaksic, ouais, il y a un petit contact, mais bon, ça reste du water polo. J'étais quand même assez surpris de ce carton rouge, qui a pas du tout déstabilisé Jaksic. C'est un pilier de cette équipe qui a pas du tout déstabilisé, les Serbes, qui déroulent et puis, bah, tu vois, bah, tu en as qui prennent le relais. Une équipe très sûre de sa force et puisque j'ai parlé des statistiques concernant les Hongrois, alors les Hongrois, c'est évidemment certainement l'équipe du siècle, hein, on a vu 1926-2026. Par contre, l'équipe de la dernière décennie, si on se penche un petit peu, depuis 2015-16, il y a eu 3 jeux olympiques. Les Serbes les ont gagnés tous les 3, ce qui est quand même une performance. Jamais je pensais que ce qu'avaient fait les Hongrois, en 2000, 2004, 2008 allait être répété. Ils ont gagné 3 fois les jeux de suite quand même. Il y a eu, 5 championnats d'Europe. Celui-là, c'est le 6e. Ils en ont gagné 2 sur 5 et il y a eu 7 championnats du monde. Alors, ils en ont gagné qu'1 entre guillemets en 2015 à Kazan, mais c'est quand même une équipe qui a une permanence de résultats et bah, toujours pareil, il y a ce petit jeu de je défends à l'intérieur et puis voilà, les Italiens, ont de la qualité, hein, Condemi, tout ça, va bien, mais la qualité de shoot individuelle est forcément du côté des Serbes. Donc, les Serbes l'emportent de manière encore plus claire que les Hongrois. 17-11, ça pique, hein, à ce niveau-là. Alors, ça finit à 17-13, je me répète, mais 17-11, ça commence à faire cher quand même. Donc écoute, voilà, Jaksic qui ne sera pas suspendu pour la finale, qui a été requalifié par la LEN. Et donc, je trouve ça plutôt pas mal parce qu'honnêtement, le rouge était, pour moi, un petit peu sévère. Il y a dû y avoir un visionnage et puis décider de décision acceptée avec fair play d'ailleurs par la Hongrie qui, dans un souci j'allais dire, de grandeur, dit que la Hongrie, si elle doit gagner, doit affronter la meilleure équipe possible. Et ils se sont pas retranchés derrière une décision en disant ouais non c'est pas normal. Ils sont contents d'affronter la Serbie avec Jaksic, pardon. Ouais, ouais, complètement. C'est sûr que ça nous donnera un match, plus intéressant. Alors, plusieurs choses effectivement sur ce match. Bon, j'ai trouvé comme toi que, bah, le carton rouge, du capitaine, Nikola Jaksic était pas justifié. Il va quand même pour se dégager parce qu'on voit que l'Italien est un peu sur son dos. Bon, geste de violence, non. Donc je pense que c'est aussi ce qui a dû contribuer peut-être à sa requalification. Je pense qu'après ils ont dû revoir les images et bon, sur le moment, c'est sûr, à chaud, l'ambiance, tout ça, bon, c'est le choix des arbitres. Une équipe, tu l'as dit là, qui a eu un gros cycle sur ces dernières décennies, une équipe qui a très peu bougé. C'est quasiment une des équipes les plus vieilles avec la Croatie de ce championnat d'Europe. Le plus jeune, c'est le gardien, Milan Glusac, qui a été MVP de ce match, qui a été plutôt bon avec 52% d'arrêt. Et dans la même veine, hein, on a quasiment 59% au tir pour les Serbes contre 34 pour les Italiens. Donc on parlait de la puissance du tir et la qualité de tir, eh ben, ça s'y retrouve. Bon, c'est vrai que Del Lungo et De Michelis étaient un peu moins bons peut-être que d'habitude aussi. Assez étonnamment dans ce match, Campagna a essayé de dynamiser un peu son équipe. Il fait rentrer De Michelis et ça a pas trop marché et il a refait rentrer Del Lungo après. Donc c'est vrai qu'on voit pas souvent tant de changements de gardien. C'est pas les joueurs qui changent beaucoup et bah, une équipe hyper solide, forcément portée aussi par son public. Mandic qui fait 4 sur 6 mais qui a été longtemps à 100%, qui même des fois dans des positions favorables, tu parlais du jeu structuré des Serbes, dans des positions favorables, ça prend pas forcément le tir, alors qu'on a vu que les Hongrois peut-être, voilà, si il y a un peu trop d'espace, ça envoie. Là, ils attendent. Et effectivement, Strajnar Razovic qui met 4 sur 7, Milos Tchouk 1 sur 3, mais qui est un peu le métronome de cette équipe, le plus ancien aussi, il me semble. Quand il prend la décision de tir, souvent c'est assez chirurgical. On a un Lasic qui est pas mal aussi dans ce championnat d'Europe. Nikola Jaksic qui avait fait 1 sur 1, mais bon, il a été exclu ensuite. Il a que 6 minutes de jeu dans ce match. La pointe qui a été bonne là, Vico, qui met un but à un moment assez important aussi, un joli but en pointe. Dedovic 1 sur 2, Razovic 1 sur 1 et Martinovic 1 sur 1. Pour revenir sur les renouvellements, donc Campagna, en visionnaire, a renouvelé son équipe et puis tu t'aperçois quand même qu'il va jouer le bronze contre la Grèce, mais la Croatie va souffrir quand même
Il y a pas de renouvellement chez les Croates, hein. Vrlic, ça s'approche des 40 ans, gentiment et c'est toujours la même équipe, Fatovic, Bukic, alors bon, ils sont pas super vieux, 32, mais je vois pas, à part Zouvela qui est jeune derrière, je vois pas beaucoup de qui est là depuis un petit moment quand même, je vois pas beaucoup de joueurs arriver. Bah, tu t'aperçois quand même que quand tu es plus au haut de l'affiche, là, les Croates ont été sortis assez, clairement quand même. Beh, il va falloir que tu fasses mieux toujours avec la même équipe et ça, c'est très compliqué donc il y a pas de renouvellement. Les Serbes, oui, ils sont un peu plus vieux. Enfin, Jaksic, c'est un 97, hein, donc bon, il a 28-29 ans, c'est pas non plus, il y a son petit frère, donc évidemment plus jeune et Mandic, même si ça fait longtemps qu'il est là, c'est un 94, Mandic. Il était déjà présent aux Jeux de Londres, donc tu un peu? Mais c'est pas des joueurs non plus super vieux et écoute, tant que ça marche. Côté des buteurs, italiens, on a, bon, Alesiani 0/3, Del Basso 0/2, Ferrero, je crois que c'est un joueur de Brescia, il me semble, 3/5, Di Somma 1/3, Dolce 0/1, Giannazza 1/2, Yoki Gratta, 3/7, Bruni 1/3 à la pointe, Condemi 3/6 et Balzarini 1/6. Condemi et Yoki Gratta, 2 joueurs de Recco, c'est eux qui portent pas mal cette équipe-là. C'est les plus anciens, on va dire, enfin pas les plus anciens complètement, mais en tout cas, ça fait un petit moment qu'ils sont dans cette équipe-là. Mais Donc ils sont très jeunes, hein. oui, oui, ils sont très jeunes, mais ce que je veux dire, ça fait un petit moment qu'ils sont dans cette équipe italienne par rapport au renouvellement. C'est ça que je voulais Ouais. dire. On a, Christophe, juste un truc, on a fait, la Hongrie était à 52 et la Grèce à 27-28. Là, les Serbes, ils sont à combien? Les Serbes, ils sont à 59, j'avais dit. 59 et les Italiens? 34. Voilà. T'as juste la lecture des 2 matchs. Sans regarder les matchs, si tu regardes juste cette statistique-là, voilà, 60 au shoot. Je sais pas si tu vois ce que c'est quand même. C'est monstrueux et puis, bah, en face, tu es qu'à 34 donc tu peux pas exister. Ça, c'est la preuve par A plus B que le shoot reste l'arme co c'est exactement pareil que le basket, hein. Le basket, si tu as une équipe qui met 20 de ses paniers, tu pourras pas gagner un match. Donc les meilleurs shooters au basket, les meilleurs shooters au polo, amène les équipes en haut des classements et bah, si t'as pas de shoot dans ce polo-là maintenant, tu peux pas jouer. Le shoot est fondamental et ce championnat d'Europe nous le prouve. Et les Italiens, bon, qui ont quand même eu un certain nombre d'exclusions pour aller marquer des buts, hein, quand même. Ils sont à 19 exclusions plus 2 pénaltys. 4 joueurs serbes n'ont pas fini le match, dont il y a le carton rouge de Jaksic. Et les Italiens ont pris, eux, 15 exclusions plus un penalty. Et 2 joueurs n'ont pas fini le match. Pour finir ce championnat d'Europe, on a pu assister à un match pour la 3e place. C'est un match, de finale et 2 rencontres très intenses. 1er match donc pour la 3e place, Grèce-Italie. La Grèce qui s'impose facilement 12-5 contre l'Italie. L'Italie qui a été peu en réussite dans ce match, grâce notamment à un Zerdevas, très performant. Et 1re médaille pour cette équipe grecque, au championnat d'Europe. On n'a pas eu du tout de match, hein, l'Italie a été surclassée dans tous les compartiments du jeu. Il y a pas un secteur où l'Italie a été supérieure à la Grèce. 12-5 avec un passage à 7-1. Ça a tourné quand même à l'humiliation, hein. C'est ce que les sites italiens, évoquent, une humiliation et je suis d'accord avec eux parce que, bah, tu as rarement quand même un match pour une 3e place, où tu as une Italie qui est menée, l'Italie, ils gagnent pas tout bien évidemment, mais quand ils gagnent pas, ils serrent le score et là, ils ont pris une fessée, 12-5 avec, je te dis, hein, aucun compartiment du jeu où les Italiens ont été supérieurs aux Grecs. Koupakis, a très, très bien neutralisé, Bruni, ce qui est, j'allais dire un petit peu, logique, et puis, bah, de l'autre côté, les Italiens n'ont pas été en capacité à tenir, Kalkaris, hein, qui met 2 buts en pointe, qui a provoqué de nombreuses exclusions. Et puis les Italiens n'y étaient pas de contre-attaque, pas de jeu placé en attaque, pas de réussite au tir. Bon, la défense 12 buts, c'est pas infamant, hein, avec les nouvelles règles, mais 5 buts, tu peux plus gagner un match. Déjà avant, c'était compliqué de gagner un match en marquant 5 buts, mais maintenant c'est impossible. Donc les Italiens n'ont pas vu le ballon, ils ont été outrageusement dominés. Ils sont tombés un petit peu dans leur travers, hein, de simulation, de coups un peu de temps en temps. Et puis bah, les Grecs, sûrs de leur force, se sont pas laissés avoir et ont remporté cette médaille. Donc écoute, Vlachos, dans son bilan,
dans son bilan à tête de cette équipe, aura quand même amené la Grèce à un podium olympique, mondial et européen, c'est à noter. Et les Grecs méritent cette 3e place largement au vu de leur tournoi. Oui, oui, et puis d'ailleurs, bon, l'entraîneur italien Campagna, on en avait déjà parlé, mais a reconnu, la supériorité de la Grèce, qui voyait plus haut. Donc, pour lui, elle aurait pu disputer la médaille d'or, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas puisqu'ils ont été écartés par les Hongrois. Alors, les Italiens, tu le disais, pas en réussite du tout. Je crois que c'est quasiment le plus faible pourcentage de réussite au tir que j'ai vu depuis le début du tournoi. Ils sont à 17 de réussite. Il y a quand même 12 tireurs, mais il y a que 3 buteurs dans le match côté italien. Bon, c'est normal avec 5 buts, hein. Ferrero qui en met 2, Condemi qui en met 2 et Baldiarini qui en met 1 pour faire 5. Del Lungo a été à 43 d'arrêt contre donc Zerdeva, celui qui est quasiment à 70. Et côté grec, on a Giovetis qui marque 2 buts, Argyropoulos 4 buts, dont son 26e but dans ce match, on y reviendra un petit peu après. Papanastasiou marque 1 but, Kalogeropoulos 2 buts, Kakaris 2 buts, tu l'as dit, Nikolaïdis 1 but, et donc ils finissent avec 40 de réussite. Voilà, avec un petit score. On verra aussi dans le match pour la finale, les scores de réussite au tir n'ont pas été très élevés, montrant aussi toute la prédominance des défenses. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, quand même dans pas mal de sports finalement. C'est que dans ce championnat d'Europe, effectivement, on essaye de favoriser l'attaque. On a des matchs qui au début étaient à plus de 20 buts ou autour de 20 buts. Mais là, quand on joue les médailles, on voit bien que ça va pas très très haut. Les défenses prennent le pas sur les attaques, et ça s'est vérifié dans ce match. Il y a 2 adages. Alors, il y en a un, je sais qui l'a dit, l'autre, je sais plus, mais on dit que l'attaque gagne des matchs et les défenses gagnent des championnats. Et c'est vrai, un sport qui n'a rien à voir, évidemment, c'est le football. Et Giovanni Trapattoni, qui a été un très, très grand entraîneur de la Juventus, qui disait que quand je prends pas de but, je fais au moins match nul. Et donc, oui, les défenses, alors c'est peut-être un petit peu réducteur comme ça de parler que des défenses, mais c'est plus facile de gagner un match 13-12 que de le gagner 26-25. Donc les défenses sont très importantes. Justement, l'Italie a pas réussi à s'en sortir parce que la Grèce a une paire de centres de pointe qui sont largement au-dessus du lot, Kakaris, Nikolaïdis. De l'autre côté, Bruni, quand il est bien arbitré, il a un peu plus de mal quand même à s'en sortir parce qu'il est moins talentueux que les 2 que j'ai cités. Et en face, t'as pas de Skoumpakis non plus pour remplir ce rôle de pieuvre derrière qui prend le dessus. Donc voilà, l'Italie a du cœur, il n'y a pas de souci. C'est une génération, on va leur accorder ce crédit-là quand même. Campagna a grandement renouvelé. C'est peut-être le premier de toute cette liste d'entraîneurs qui prépare vraiment 2028. Il dit, et il a raison, je le suis là-dessus, que avec une équipe renouvelée, il finit quand même. On exige beaucoup de l'Italie parce qu'il finit quand même 4e du championnat d'Europe. Alors certes, sur une mauvaise note, parce que ils perdent très nettement quand même la Serbie en demi, et puis encore plus nettement la Grèce pour la médaille de bronze, mais ils sont quand même 4e. Ils ont écarté la Croatie, ils sont 4e. Ils ont une équipe qui va travailler, ils auront peut-être de nouveaux talents qui arriveront jusque-là. Ils ont joué contre une équipe qui est à maturité. La Grèce est à maturité depuis un petit moment. Ça tourne pas beaucoup. Ils intègrent des jeunes qui sont bons, et ils sont passés largement au-dessus de l'Italie. L'Italie, historiquement, a toujours pris le pas quand même sur la Grèce. Et puis là, ça fait un petit moment quand même que les Grecs, par le biais de leurs bons résultats chez les jeunes, font mieux que rivaliser avec l'Italie. Et victoire 100% méritée des Hellènes. Oui, 100 mérité. Je profite entre ces 2 matchs pour évoquer un petit peu différentes choses que j'ai vues dans ce championnat d'Europe. Donc toujours surpris quand même qu'à ce niveau-là, les arbitres se laissent un petit peu avoir sur les simulations. Bon, alors l'Italie en est coutumière, mais je trouvais que maintenant, quand même, avec l'expérience, alors c'est plus facile quand on regarde à la télé, mais je trouve que des fois, les arbitres sortent des exclusions ou des contre-fautes qui pour moi sont purement de 100 simulées, et c'est un peu dommage, je trouve, que des fois ils se laissent avoir par des choses comme ça. Et aussi, j'ai trouvé, puisqu'on est un peu à l'heure du bilan,
que Belgrade, enfin en tout cas cette organisation avait mis quand même la barre assez haute, je trouve, dans la promotion du water-polo. Dans cette halle, donc où on a eu, sur la finale, mais on y viendra après sur la finale, il y a eu quand même 6 500 spectateurs, donc peut-être un peu en dessous de ce qu'on imaginait aussi. Et donc un vrai spectacle, son et lumière, et j'ai bien aimé, lorsqu'il y avait la VAR, donc la piscine qui s'éteint, la musique, tout ça, et aussi, sur les engagements là, je trouvais que c'était sympa, et ça améliorait le spectacle et la promotion du water polo. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Shifting a little money here, a little there, and hoping it all works out? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can be a better budgeter and potentially lower your insurance bill too. You tell Progressive what you want to pay for car insurance, and they'll help you find options within your budget. Try it today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. On passe à la finale, donc la finale à domicile pour la Serbie. La Serbie-Hongrie, on sait que c'est des matchs toujours très serrés, très âpres. Des équipes qui ont l'habitude de s'affronter. S'étaient rencontrées en finale en 2006 aussi, Serbie-Hongrie. Et les Serbes s'étaient déjà imposés. Et là, victoire à nouveau, 10-7. Donc une belle finale très intense. À noter dans cette finale que Tchouk n'a pas joué puisqu'il était blessé, et que, à nouveau, comme je le disais sur le match précédent, faible pourcentage de réussite au tir, parce que, les défenses ont pris le pas aussi dans ce match-là, et en troisième période, le match, a basculé du côté de la Serbie, puisqu'ils ont réussi à prendre 3 buts d'avance sur une belle zone plus sur Lazic au poteau qui a fait un petit changement de main, donc joli but. Et je trouvais que les Hongrois, peut-être avec la pression du public, ou n'ont pas joué comme on les avait vus jouer jusqu'à présent. Et à 1:46 de la fin, sur un coup franc avec 2 joueurs devant, plus le gardien Mandic, qui a été élu MVP de ce match, marquait le dernier but serbe et portant le score à 10-6. Et pour finir, avant de te céder la parole, Frédéric, on avait évoqué l'équipe de Hollande qui avait fait un 7-6 contre la France. Et les Hongrois ont tenté le coup aussi. Alors je ne sais pas si c'est les Néerlandais qui leur ont donné cette idée, mais les Hongrois ont joué sans gardien. Bon, ça leur a pas porté préjudice, mais en tout cas, ils ont tenté le coup. Les équipes s'étaient déjà rencontrées précédemment dans le championnat d'Europe dans la phase de poule où les Serbes l'avaient emporté 15-14. Ils réitèrent, ils rééditent cette victoire avec un écart encore plus large, 10-7. Écoute, on savait que les Serbes allaient être difficiles à déboulonner chez eux. Ils sont champions olympiques en titre. Alors, ils n'ont pas gagné les championnats du monde en 2025. Mais chez eux, ça allait être compliqué même pour les Hongrois. Et puis, écoute, je ne vais pas dire que la hiérarchie est respectée, mais les Serbes méritent amplement leur titre également. Ils auront dans le championnat d'Europe battu l'Italie, battu l'Espagne, battu 2 fois la Hongrie, on vient de le dire. Et seuls les Hollandais, sur un coup du sort un petit peu à un dixième près, les Hollandais auraient été les seuls à faire chuter les Serbes en tout début de compétition, à la surprise générale quand même. Puis voilà, des individualités, tu peux être champion d'Europe sans Tchouk, parce que tu as un Mandic qui apparaît. Alors il a raté pas mal au début, des lobes, des revers. Quand il faut marquer le but qui fait la différence, on sait que dans ces finales-là, dès que tu commences à prendre, alors sans parler de 3-4 buts d'avance, mais dès que tu commences même à faire un petit break de 2 buts, c'est déjà ça, tu as un match là, l'équipe qui attaque ensuite a un peu le couteau sous la gorge parce qu'elle est contrainte de marquer pour réduire l'écart. Et puis ça n'a pas été le cas des Hongrois qui nous ont fait mentir parce que ils ont été défaillants au tir. Alors certes Glusac, mais ils ont souvent attrapé les poteaux. Manertz, le gaucher Nagy, l'autre Nagy, le droitier, ils n'ont pas du tout été en réussite au shoot. Et puis t'as beau être hongrois, quand tu tires pas à la périphérie et que tu marques pas, tu passes à la trappe. Assez nettement quand même, hein, la victoire serbe souffre pas trop de contestation. Et donc les Serbes accrochent une nouvelle médaille d'or autour du cou. Ça devient un petit peu une habitude pour eux. Et puis écoute, c'est un championnat d'Europe qui finalement, les Serbes sont évidemment contents d'être champions d'Europe. Les Hongrois sont pas mécontents de cette médaille d'argent parce qu'on l'a dit, pas de Vamos, pas de Zalanki, une équipe aussi un petit peu en reconstruction.
Les Grecs sont évidemment contents, même si je pense qu'ils visaient plus haut, mais ils repartent avec une médaille. L'Italie, de Campagna, finalement, c'est une bonne base de travail pour eux, de s'étalonner comme ça et de voir un peu ce qu'ils veulent. Après, c'est un petit peu plus compliqué parce que les Croates ont été quand même assez nettement dominés. L'Espagne est championne du monde en titre, elle repart que 5e. Belle compétition, belle organisation, beau bassin, très bonne qualité, visuelle comme tu l'as dit. Et puis, les Serbes, écoute, les Serbes confirment. C'est pas facile de gagner à la maison, hein, faut pas croire parce que, jouer à la maison, c'est bien quand tu mènes, mais tout d'un coup, quand tu as une équipe adverse qui te climatise un peu tout ça, il faut trouver les ressources pour réagir et c'est pas si facile. Donc ça peut être galvanisant, mais ça peut être bloquant aussi. Et puis, les Serbes, écoute, ont fait le match qu'il fallait. Ils ont pas tremblé beaucoup, ça a été serré jusqu'à un certain point et puis, à un moment donné, il y a un petit point de bascule et le point de bascule a tourné en faveur des Serbes et les Hongrois s'en sont jamais remis et puis, finissent à -3 quand même, c'est une petite marge. Et puis voilà, écoute, Belgrade se conclut de la meilleure des façons. Ils avaient effectivement, comme tu l'as dit, dans une finale fantastique en 2006, déjà à Belgrade, battu les Hongrois. Et puis ils réitèrent 20 ans après, avec un coach qui avait pas forcément la cote d'amour au début. Il a remplacé quand même Savic, qui avait tout gagné plusieurs fois avec les Serbes. Et puis écoute, il a depuis un titre olympique et un titre européen dans son escarcelle et c'est très bien comme ça. Très, très beau spectacle offert par les Serbes et les Hongrois aussi à Belgrade. Ouais, et puis pour confirmer un peu ce que tu dis quand même, les stars hongroises, ont pas été au rendez-vous, hein. Manertz, on connaît, son emprise aussi pour cette équipe, c'est le capitaine, il fait 0/6, Akos Nadji, là, le gaucher, 1/4, tu l'as dit, pas en réussite. Adam Nadji, le marseillais, 0/5. Wendell Vigvary, le 10 là, qui met 3/4. Je vais T'imagines, pas faire Christophe, toute la quand liste. tu as tes shooters à la périphérie, ils commencent à faire du 0/6, du 0/5, tu peux pas t'en sortir. À combien sont les Hongrois sur ce match-là? Alors c'est très, très faible, hein, 20, allez, on va dire 20 et demi, 20,6 précisément, et les Serbes, ils sont à 31,2. C'est vrai que Glusac, au-delà des poteaux, il y en a eu un certain nombre. Glusac, il a plutôt été bon dans ce match, hein. 11 arrêts sur 18 tirs où il était sur la trajectoire, on va dire, avec ça fait 61 de réussite et je pense que globalement, il était après MVP dans une équipe, des matchs, pour les médailles, mais ouais, je pense que ça a été pour moi, le meilleur gardien de ce tournoi et puis peut-être en deuxième, peut-être un peu de chauvinisme, je mettrais Hugo Fontani. Ouais, pas de chauvinisme, hein. Hugo mérite au moins d'être dans les 3 meilleurs gardiens de ce championnat d'Europe. Après, tu vois, 31 pour les Serbes, c'est pas énorme du tout, hein. Normalement, ça te permet pas de gagner un match. Mais en face, tu es à 21 21 les Hongrois, 17 les Italiens. Tu peux pas t'en sortir avec ça. Il faut que tu trouves, une équipe en face qui fait encore moins bien que ça. Mais, des scores quand même assez serrés, hein. On n'est plus dans la farandole de buts, quand ça compte, comme tu l'as dit, pour les médailles, on n'est plus dans la farandole des buts, on n'est plus dans des 19-18, hein. Ça sert le jeu de partout, les blocs et tout ça et effectivement, chaque petite balle gagnée en défense est une petite victoire. Les Hongrois se sont cassés les dents et comme leur jeu repose quand même principalement sur la prise de risque en attaque et sur prise de risque matérialisée par du shoot, quand ça rentre pas, tu te retrouves comme toutes les autres équipes, tu perds. Donc les Serbes ont été meilleurs que à ce jeu-là que les Hongrois. Puis, écoute, victoire sans contestation non plus, comme la médaille de bronze, la médaille d'or va à la meilleure équipe. Donc, à la c'est ce qu'il faut retenir de ce truc-là, les meilleurs ont gagné, que ça soit pour le bronze ou pour l'or. Ouais, après, peut-être le tournoi aurait été un petit peu différent. Bon, même si on l'a vu aux Jeux olympiques, ça a pas donné ce résultat-là, mais peut-être que si les Hollandais avaient battu, mais avec des si on ferait tout, avaient battu les Serbes au premier match, ça aurait été peut-être, une physionomie, de championnat tout autre. Ça aurait été différent pour les Hollandais, c'est sûr, mais les Serbes, tu sais, après, tu te retrouves dans la position où tu as un match à gagner. Ils étaient un peu, dos au mur quand même parce qu'ils ont quand même laissé un point de côté contre les Hollandais. Il a fallu battre l'Espagne, ils les ont battus. Il a fallu battre la Hongrie, ils l'ont battu et puis, après, ils ont très largement dominé, l'Italie en demi-finale, hein. Le score de 17-13 est pas très révélateur du match. Et puis ils ont quand même dominé, pas outrageusement, mais ils ont pas tremblé non plus, grandement contre la Hongrie. Ils ont jamais été en position ils ont jamais été à -2, au score ou tout ça. Donc, ils ont maîtrisé quand même. Alors c'est pas des envolées lyriques et tout ça, mais quand même ils maîtrisent leur sujet.
Et sur ce match-là, écoute, la victoire va au meilleur et c'est bien comme ça. Ce qui nous donne un classement final. On vient de le voir, donc Serbie, médaille d'or, Hongrie, médaille d'argent, médaille de bronze pour la Grèce. Au pied du podium, l'Italie 4e, suivie par l'Espagne 5e, la Croatie 6e, le Monténégro 7e, la Roumanie 8e, la France 9e. La France qui disputera la division 2 de World League au mois d'avril pour se qualifier pour la super finale qui aura lieu à Malte normalement cet été. En 10e, on a la Géorgie, 11e les Pays-Bas, 12e la Turquie, 13e Malte, 14e la Slovaquie, 15e la Slovénie et pour fermer ce championnat de 16 équipes, Israël. Ouais, Christophe, écoute, un bien beau championnat d'Europe, bien organisé, une bien belle équipe de France. Écoute, une belle équipe de France, un bel arbitre qui arbitrait et la demi-finale et la finale. C'est-à-dire qu'il s'est pas raté sur ces matchs-là puisque, European Aquatics a décidé qu'il avait été, suffisamment bon pour pouvoir arbitrer la finale. Il n'y a pas eu de couac du tout dans son arbitrage, hein. Les matchs ont été très bien arbitrés donc, écoute, c'est très bien pour Julien Bourgès d'avoir, réussi à faire ça, qui porte haut les couleurs de notre arbitrage et puis, comme tu l'as dit, on pensait que la saison allait se terminer. Et puis, il y a cette World Cup deuxième division qui intervient. C'est bien parce que notre équipe a des jeunes joueurs qui ont besoin de matchs, qui ont besoin de jouer. Tu as des équipes où tu as des joueurs qui ont 300 sélections, qui ont besoin de souffler. Nous, on a une équipe qui est jeune, qui a besoin de jouer. Donc, plus elle jouera, mieux ça sera. Et donc, c'est très bien qu'elle se confronte à cette World Cup deuxième division. On n'a pas encore le programme, mais on suivra ça évidemment de près. Et puis, écoute, on a passé un bien bon moment avec du polo de très haut niveau. Ça fait plaisir. Ouais. Et pour finir cette page Belgrade, on va annoncer les 5 meilleurs buteurs de ce championnat. Alors, Argyropoulos, le Grec, finit avec 26 buts à 68,4%, donc 38 tirs, 26 buts, 8 matchs disputés. En deuxième égalité, on a Thomas Vernou, notre Frenchie, qui avec 7 matchs inscrit aussi 26 buts, mais un petit pourcentage inférieur, quasiment 50%. Troisième, Georgescu, Vlad Luca, le Roumain, qui lui en marque 24. En quatrième position, le Maltais Steven Camilleri, qui est aussi le capitaine avec 22 buts. Et en cinquième, Dusan Mandic, qui, avec 6 matchs, puisqu'il avait été suspendu, inscrit 20 buts dans ce tournoi, à peu près à 57% de réussite. Oui, Frédéric? Ouais, une petite chose quand même, alors oui, Argyropoulos, on a bien vu quand même que les Grecs, vu l'ampleur qu'il y avait au score, l'ont mis un petit peu en position pour pouvoir rattraper Thomas, puisque avant cette journée-là, Thomas avait 26 buts et Thomas Vernou et Argyropoulos en avait 22, donc il a marqué 4 buts. Donc on a aussi un Français qui est meilleur buteur du championnat d'Europe. Il est pas deuxième, Thomas, il est premier ex aequo. Ils ont marqué tous les 2 26 buts. Les pourcentages, pour moi, c'est anecdotique. Il est meilleur buteur du championnat d'Europe et on a eu Pierre Garceau qui a été deuxième buteur des Jeux de Séoul en 1988, mais j'ai pas souvenir d'avoir un joueur de l'équipe de France qui finisse meilleur buteur d'un championnat d'Europe ou d'un championnat du monde. Je pense pas Thomas non plus. Je crois que c'est sa première fois aussi. C'est à noter, c'est pas anodin. Quand tu finis meilleur buteur d'une compétition comme ça aussi relevée, c'est dire la valeur quand même du tournoi de Thomas. Écoute, c'est très bien comme ça, qu'il continue et qui continue à porter l'équipe de France avec dans son sillage d'autres joueurs que ça inspire. Et je précise quand même, comme tu l'as fait, que Thomas a joué un match en moins. Donc, on peut quand même logiquement penser que Thomas, en jouant le même nombre de matchs, aurait pu passer devant. Mais donc, écoute, c'est comme ça. Mandic aurait pu passer aussi devant parce que lui, il a joué 2 matchs en moins. Mais c'est à souligner, Thomas a fait le même score qu'Argyropoulos en jouant que 7 matchs contre 8. Voilà pour clôturer ce championnat de Belgrade. Pendant ce temps, en France, l'AN1 continue et au programme, il y avait 6 matchs inscrits au calendrier, mais un s'était déjà déroulé au mois d'octobre, on l'avait annoncé dans notre épisode traditionnel de mardi dernier. Et donc, dans les autres matchs, on attaque avec un CN Marseille contre le NC Saint-Jean d'Angély.
Et là, il y a pas eu de match. 26-6 pour les Marseillais. Saint-Jean qui s'était déplacé à 10 uniquement. Bon, on sait que Saint-Jean et c'est compliqué, donc ils essayent de réduire un petit peu, connaissant d'avance le résultat. Et Marseille qui enregistre le retour de Revier. Ouais, écoute, match des extrêmes presque, avec une équipe dans le top 3 et une équipe, en bas. Donc, bon, il y a 20 buts d'écart. Une équipe qui se déplace à 10 avec toutes les fautes graves qui existent maintenant, c'est un danger, hein, parce que tu peux vite te retrouver à finir le match à 1 de moins. Donc, bon, et victoire, je vais pas dire anecdotique, mais Marseille avait besoin de se remettre un petit peu dans le sens de la marche et d'avoir une victoire convaincante. Ils l'ont fait face à un adversaire quand même en manque pas de talent, mais qui est largement décroché quand même dans ce championnat. Ouais, un seul joueur, côté Saint-Jean n'a pas fini le match. Deuxième match, sauveteur de Givors, Moulins, victoire à domicile des Givordins 19-11. Ouais, Givors qui a construit son succès dans les 2 dernières périodes, hein, puisqu'il y avait que 7-6 fin de deuxième. Donc 12-5 dans les 2 dernières périodes. Givors qui fait son championnat, hein, qui est solidement, j'allais dire, ancré au milieu du tableau, donc qui risque pas de se voir rattraper par des équipes de derrière et puis, qui, chassent, on sait jamais, sur des matchs devant. Ils avaient quand même battu, Marseille, on le rappelle. Donc Givors qui fait sa saison, j'allais dire un petit peu habituelle, à l'abri des déconvenus. Et puis Moulins, écoute, qui bataille un petit peu en bas et qui s'incline assez logiquement. Ouais, Givors qui continue à jouer à uniquement 10 joueurs malgré qu'ils sont à domicile. Aucun joueur exclu. Plusieurs joueurs à 2 fautes, mais ça tient et ils finissent donc le match comme il avait commencé avec 10 joueurs et Moulins qui était venu au complet avec 14 joueurs. Par contre, Christophe, 10 joueurs à la maison, incluant le gardien, ça fait que tu as que 9 joueurs de champ. Mais tu te mets potentiellement, en difficulté. C'est pas normal, de jouer en N1, c'est-à-dire que N1, tu es la 15e, 20e équipe française, tu peux pas ne pas présenter, 13-14 joueurs à la maison. Si tu pas de joueurs, si tu as des joueurs suspendus, blessés, tu fais monter des jeunes, mais ça, c'est un petit peu, c'est pas la première fois et quand même, c'est pas terrible de présenter une équipe quand même, juste à 70 de ton effectif, à la maison. C'est pas bien. Ouais, mais bon, ils arrivent à s'en sortir pour l'instant, mais c'est vrai que c'est assez singulier. Quatrième match au programme de cette soirée, mais troisième match effectif. Monaco qui recevait Choisy-le-Roi. Score flatteur pour Monaco, 14-11. Bon, l'essentiel était fait au bout de 3 périodes. Mais ce qui fait un peu tâche, c'est cette dernière période remportée par Choisy-le-Roi, 5-0. Ouais, écoute, je pense pas que ce soit un match qui va satisfaire, Manuel Laversane, au-delà des 3 points, glanés. Alors je sais pas non plus si c'est parce que, on a été, abreuvé de championnat d'Europe, depuis, 10 jours et puis qu'on voit des matchs d'un super calibre. Mais j'ai été très, très, très déçu, par la qualité de jeu. Je parle pas forcément du score, mais la qualité de jeu de Monaco, hein. Je j'ai pas souvenir de les avoir vus jouer, de manière assez, poussive. Il y avait pas de peps, pas de contre, pas de ils se sont un petit peu empêtrés. Malgré ça, le match a pas décollé, jusqu'à 4-4, donc Choisy faisait son petit match et puis là, il y a eu un vrai coup d'accélérateur pour porter Monaco quand même à 14-6. Donc bon, 14-6 fin de troisième et puis, écoute, ils prennent un 5-0 dans la dernière, qui fait quand même un peu, 14-11 et puis il était temps que ça se termine parce que, les Choisiens qui n'y croyaient plus, se sont mis, gentiment à se dire, «Bon, on va réduire un peu l'écart pour pas, être trop ridicule» et puis, l'appétit venant en mangeant, 14-7, 8-9, 10-11 et puis, il fallait pas qu'il y ait une 5e période parce que je sais pas trop comment ça se serait terminé. Écoute, il y a des matchs comme ça au cours d'une saison qu'il faut gagner sans être forcément brillant. Cette prestation-là n'aurait pas suffi face à Livry ou à Marseille, ça j'en suis, quasiment sûr. Donc, écoute, Monaco, fait l'essentiel, mais avec une production quand même, bien en deçà de ses standards et puis, Choisy qui a joué crânement sa chance, avec une équipe qui joue pas mal et puis, qui a profité quand même des largesses, sur la fin, offertes par les Monégasques. Pourtant, Monaco qui enregistrait le retour du néo-sélectionné en équipe de France, Lucas Bernat, qui a joué ce match, qui marque 2 buts. Mais bon, un match empreint peut-être de une certaine suffisance, peut-être sur ce dernier carton, comme tu viens de nous le dire.
Autre match, Mulhouse-Arnes. Mulhouse-Arnes, eh ben, surprise, je dirais. Arnes qui vient surprendre justement Mulhouse à domicile en s'imposant 17-13 grâce à une dernière période remportée 6-1 par Arnes, qui scelle donc ce match puisque, au bout de 3 périodes, Mulhouse était encore devant d'un but. Ouais, écoute, un match, ça dure 4 périodes, hein. Les buts marqués en première période comptent autant que les buts à la fin. Et Mulhouse qui avait patiemment construit un petit peu son avantage au score, a vu tout s'écrouler dans la dernière période, 6-1. Donc, on avait expliqué le parcours de Mulhouse un peu. Ils avaient perdu à Arnes, donc ils avaient encore les cartes en main parce que il fallait qu'ils battent et Arnes et Livry à la maison pour pouvoir rattraper ces points-là et espérer un classement supérieur à ce qu'ils n'ont. Et puis, écoute, ça a pas été le cas et il est à noter quand même dans ce match-là, sur un match décisif comme ça, sur un 17-13, les 10 buts côté Arnes de Ilian Zawi, joueur arrivé de Douai qui, je vais pas dire qu'il gagne le match, à lui seul, hein, mais quand même quand tu mets 10 buts, dans un match, c'est assez rare. Qui propulse, Arnes, écoute, dans la à la 4e place, on verra un petit peu après et qui, sécurise à mon avis jusqu'à la fin de la saison cette 4e place. Ouais, c'est une bonne opération, du côté de Arnes et l'apport, en tout cas sur ce match-là de l'ancien Douaisien, on voit, qu'il a été plus que décisif. C'est là que tu vois aussi l'écart entre un joueur d'élite et un joueur de N1. Quand tu as joué en élite un petit peu, ce qu'est le cas de Zawi, quand tu redescends d'un étage, tout d'un coup, ça te paraît, je vais pas dire plus facile, mais quand même un petit peu. Et il y a une très grande marche entre la N1 et l'élite. On le dit souvent. Ouais, 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 et sur ses 10 buts, il en met 6 en à égalité, donc c'est que ça a bien shooté. Et dernier match, duel parisien, Racing Club de France, qui accueillait Livry-Gargan. Match relativement serré, en tout cas, sur la fin, enfin 19-15, c'est pas énorme compte tenu, de l'écart qu'il y a entre les 2 équipes. Livry qui a construit son succès en partie en première et en dernière période puisque, le Racing a su revenir dans cette troisième période en la remportant 6-4 et score final 19-15 en faveur de Livry à l'extérieur. Ouais, écoute, l'écart avait été fait, 7-2 à la fin de la première et puis, Livry, on va dire, fait, l'essentiel, hein, sans faire un gros éclat au score, mais, consolide, mine de rien sa 2e place, en tout cas laisse pas de terrain par rapport aux autres. C'était une victoire attendue, hein, on va pas se mentir, il y a un écart entre les 2 équipes, mais, saluons le Racing, cher à Jean-Paul Clémenceau, d'avoir offert une résistance, ça a pas été le cas toujours dans leurs matchs, hein. Ils ont perdu des matchs, qu'ils étaient pas forcément censés perdre et puis, là, écoute, ils accrochent quand même le 2e. Donc ça peut être un motif de satisfaction, et d'espoir pour les rencontres à venir. Ouais, ça peut, voilà, peut-être qu'ils ont profité de cette il y avait une petite trêve, pour retravailler, et ensuite, on verra, cette deuxième partie de championnat s'ils arrivent à grappiller quelques points. Du coup, je te propose de passer au classement. Donc on a, un classement complet, hein, toutes les équipes ont le même nombre de matchs. Pas de changement en haut du classement puisque les 3 premiers ont gagné. Donc Monaco 38, Livry 34, Marseille 33. Ensuite, à la 4e place, on a donc Arnes qui fait la super opération de la journée, qui a 30 points, suivi de Mulhouse qui, évidemment, à contrario, fait la mauvaise opération, qui a 24. Donc il y a 6 points maintenant d'écart entre Mulhouse et Arnes. Ça sera compliqué quand même pour Mulhouse de rattraper ces 6 points-là. Choisi solidement à la 6e place qui a 21 points. Sous la menace quand même de Givors qui est juste derrière avec 19 points, qui est 7e. 8e La Rochelle avec 13 points. 9e Moulins 8. Égalité avec le Racing mais devant au goal average, donc 8 points pour ces 2 équipes. Et en queue de peloton, écoute, l'INSEP et Saint-Jean ayant tous les deux 3 points. Alors l'INSEP a un moins bon goal average que Saint-Jean, mais l'INSEP ayant battu Saint-Jean, l'INSEP est devant les Charentais. Un petit point aussi sur le calendrier, Christophe, pour la prochaine journée, donc qui verra le Racing Club de France accueillir l'INSEP. L'occasion pour le Racing de se refaire une santé et de l'INSEP peut-être venir contrarier les pronostics. Moulins recevra Monaco, donc un match évidemment pas facile pour les joueurs, les Auvergnats. La Rochelle accueillera Choisy-le-Roi, match intéressant. Il y aura donc un Mulhouse-Livry-Gargan. Donc un match piégeux pour Livry qui, s'ils veulent garder leur 2e place, devront absolument s'imposer à Mulhouse, qui a certainement pris un petit coup quand même sur la tête sur cette défaite-là contre Arnes.
Puis Mulhouse devra faire attention quand même un petit peu parce que s'il commence à perdre des matchs comme ça peut se rapprocher un petit peu derrière. Saint-Jean recevra Givors dans un dans un match qui est un remake un petit peu du polo, des années, 90 où c'était des matchs assez, engagés. Et puis Arnes sera en difficulté chez lui contre Marseille, ou Marseille sera en difficulté à Arnes, chacun voit, comme il le veut, mais il y aura en tout cas, au moins 2 rencontres dans le haut du tableau qui seront, serrées et qui, nous donnera matière à commenter des matchs, on l'espère, intéressants. Complètement, merci pour ce point Frédéric. Les championnats d'Europe s'enchaînent du 26 janvier au 5 février 2026. L'équipe de France féminine participera au championnat d'Europe à Funchal sur l'île de Madère au Portugal. La France jouera avec l'Allemagne, la Grèce et la Slovaquie dans le groupe A et ensuite elle croisera avec le groupe C avec l'Italie, la Serbie, la Turquie et la Croatie. L'objectif est d'être parmi les 8 nations pour décrocher une qualification pour les championnats du monde 2027 et une préparation avec en ligne de mire les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Composition de cette équipe. 2 gardiennes, Romane Sécheresse de l'Union Saint-Bruno et Esther Lefebvre de Lille Université Club, suivi par, donc, pour les joueuses, Lara Andres de Lille, Ariana Banchi en Italie qui joue à l'US Locatelli Geneva Paglianotto, Kaina Benlegbir de Nancy, Jade Bougrara de Taverny, Camilla Bouloukbashi qui joue aux États-Unis à Arizona State, aux Sun Devils, Léopoldine Burle de Toulon, Lana Difraja de Lille, Emma Duflo de Toulon, Valentine Heurtaud de Toulon, Eline Kilic-Pegouri de Lille, Ona Porto Sire du club Esparciu Méditerranée, donc en Espagne, Tiziana Raspo de Nancy et Emma Vernou de Hawaï aux États-Unis. Cette équipe est entraînée par Lorraine Duranti, accompagnée de Stefania Giuliana, qui a été ancienne joueuse en Italie pendant une quinzaine d'années. L'équipe de France, donc, qui va disputer donc cette compétition avec 2 premières équipes. Les 2 premières équipes des 4 poules sont qualifiées pour le prochain tour, qui formeront donc 2 nouvelles poules, A avec C et B avec D. Et à l'issue de la 2e phase de poule, les premiers et les 2e croisent pour les demi-finales. Les 3e croisent avec les 4e pour jouer les places de 5 à 8 et les 2 dernières équipes de la poule se répartissent en 2 autres poules sur le même principe pour se répartir les places de 9 à 16. Bonne chance à elles pour ce championnat d'Europe. Pour débuter ce championnat à Funchal, l'équipe de France affrontait hier l'équipe d'Allemagne et bonne entrée de l'équipe de France qui s'impose 13-11. 3e et 4e période un peu plus compliquée pour l'équipe de France où la Germanie gagne la dernière période de 4-2 permettant de resserrer le score et une équipe d'Allemagne habituée à affronter l'équipe de France. Jusqu'à présent, elle s'était rencontrée 7 fois et on avait 6 victoires à 1 pour la France. Maintenant, ça fait 7-1 et des équipes qui se connaissent bien malgré une équipe de France assez rajeunie. Comme j'ai pu donner donc cette liste et donc belle entrée en matière de l'équipe de France qui jouera aujourd'hui contre la Grèce à 17h. Mais revenons sur ce match avec les buteuses françaises, donc c'est toujours bien d'en parler. Donc Lara Andres, 1 but, Bougrara Jade, 1 but, Bouloukbashi, 2 buts, Valentine Heurtaud qui est la capitaine, 4 buts, Emma Vernou, 5 buts, qui finit donc meilleure buteuse de cette équipe de France. Donc les Vernou toujours présents pour marquer des buts pour les équipes de France, que ce soit en masculin ou en féminin. L'équipe de France qui finit quasiment à 40% de réussite au tir contre 31 pour les Allemandes. Ouais, Christophe, très belle entrée en matière de cette très jeune équipe de France, puisque je crois que la plus vieille, c'est Ben Megbir, qui a 24 ans. Donc, écoute, ça va de joueuse née en 2009 jusqu'à la doyenne qui a 24 ans. La capitaine vient de fêter ses 21 ans, Valentine Heurtaud, tu l'as cité. Et puis, écoute, très belle entrée en matière contre ces Allemandes qu'il fallait dominer, qu'elles dominent.
renouvellement de génération après les Jeux Olympiques et c'est très bien, très bon résultat de nos Françaises. Il faut les féliciter et les encourager. Alors, vous pourrez suivre les matchs sur Eurovision, même chose que pour les garçons, donc il suffit juste de s'inscrire gratuitement et vous pourrez suivre tous les matchs. On est enfin arrivé à la fin de cet épisode, exclusivement presque consacré aux championnats d'Europe qui viennent de se terminer à Belgrade pour les garçons. Un nouveau championnat d'Europe qui débute pour les filles, donc rappel des dates 26 janvier, 5 février. Et un petit tour du côté français avec la Nationale 1. On se retrouve mardi prochain, mais on n'est pas à l'abri d'un épisode intermédiaire en fonction des résultats de notre équipe de France féminine. Bonne semaine à tous et à bientôt. Merci, ciao. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching your insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy. Just drop in some details about yourself and see if you're eligible to save money when you bundle your home and auto policies. The process only takes minutes, and it could mean hundreds more in your pocket. Visit Progressive.com after this episode to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.